Si on pouvait voir l'ensemble de la Terre en accéléré sur les 5 ou 6 000 dernières années, on verrait des civilisations qui se propagent comme des feux de forêt à travers différents écosystèmes, les uns après les autres. Quand une civilisation a épuisé toutes les ressources naturelles d'une région, elle s'éteint et un autre incendie se déclare ailleurs. Aujourd'hui, une civilisation gigantesque occupe le monde entier. Et on est obligé de se demander si le concept même de civilisation n'est pas un piège du progrès. Dow plunged more than 500 points yesterday. It was the biggest Dow decline ever. La crise financière américaine. And our economy seemingly on the brink of collapse. ABC is opinion while banks have failed and shares have plummeted, the effects are working their way down to all of us. Will get worse and better. En el último año. When will the economy turn around? Yes. I'm not an economist, but I do believe that we're growing. And I can remember, this press conference here, people yelling recession this, recession that, as if you're economists. And I'm an optimist. I believe there's a lot of positive things for our economy. La foi dans le progrès est devenue quasiment religieuse, fondamentaliste, à l'instar de la dictature des marchés financiers qui se sont effondrés récemment. On est dans l'illusion qu'on peut laisser libre cours au marché, comme on a laissé libre cours à la technologie en pensant qu'elle résoudrait les problèmes qu'elle a elle-même créés. Je rapprocherais ça de l'illusion religieuse qui a causé la perte de certaines civilisations par le passé. Les traces écrites remontent à environ 4000 ans. De 2000 avant notre ère jusqu'à l'époque de Jésus, il était courant pour tous les pays du monde d'annuler les dettes quand elles devenaient trop lourdes. Les puissances comme Sumer, Babylone, l'Égypte et autres ont toutes proclamé l'annulation de la dette pour permettre à la société de repartir à zéro. C'était facile dans une société où toutes les dettes étaient contractées envers l'État. C'est devenu plus compliqué quand les affaires et le crédit sont passés aux mains de particuliers, d'une oligarchie. Ils ne voulaient surtout pas qu'un roi annule les dettes et rétablisse l'égalité. Rome est la première puissance à avoir refusé d'annuler une dette. Elle a déclaré la guerre à Sparte, en Grèce, pour renverser les gouvernements et les rois qui voulaient remettre les compteurs à zéro. Les guerres de conquête romaine du 1er siècle avant Jésus-Christ ont dépouillé les pays visés de tout ce qu'ils avaient. Lors des temples, les bâtiments publics, la vitalité de l'économie, les infrastructures hydrauliques, elles en ont fait des déserts. Le message était « une dette est une dette ». L'effondrement semble étroitement lié à la destruction écologique qui a provoqué toute une série de problèmes sociaux, économiques et militaires. Au début de la République romaine, il y avait un système de partage des terres relativement égalitaire. Les paysans avaient accès aux terres publiques. Mais à mesure que le pouvoir de l'État romain a augmenté, les seigneurs et les généraux se sont appropriés les parcelles publiques et ont privé de terre de nombreux paysans. Parallèlement, l'érosion était tellement importante que certains ports romains ont été envasés par les alluvions charriées par le fleuve. Et les archéologues ont pu établir à quel point l'Italie était dégradée à la chute de l'Empire romain. Il a fallu 1000 ans de population extrêmement réduite au Moyen-Âge pour que l'Italie retrouve sa fertilité.
Ce qui était totalement nouveau dans l'Empire romain, c'était la concentration irréversible des richesses au sommet de la pyramide économique. Et depuis, le progrès a toujours signifié « vous ne récupérerez jamais ce qu'on vous prend ». C'est ce qui a amené l'âge des ténèbres et ce qui risque de le faire revenir. La société doit comprendre que si elle laisse les richesses aux mains des privilégiés de la classe financière, ils n'en disposeront pas avec plus d'intelligence à long terme que leurs prédécesseurs à Rome ou ailleurs. Le terme oligarchie est un peu hermétique. Il désigne simplement un groupe de gens qui ont beaucoup de pouvoir politique de par leur pouvoir économique. On a l'idée que les États-Unis sont plus démocratiques et ouverts en termes de partage du pouvoir, et on associe plutôt l'oligarchie aux pays pauvres. Mais il faut réviser ce jugement, parce qu'on retrouve cette structure oligarchique aujourd'hui aux États-Unis. Les gens qui détenaient le pouvoir économique étaient dans le secteur financier. C'était Wall Street pour faire un raccourci. Wall Street est devenu très puissant et a pu peser financièrement sur Washington, obtenir plus de déréglementation et décider des règles du jeu. C'est-à-dire pas d'intervention de l'État, pas de restrictions sur leurs agissements. Ça leur a rapporté encore plus d'argent et donc plus de pouvoir politique, et ce pendant très longtemps, jusqu'à cet effondrement massif. En gros, vous venez ici aujourd'hui à vélo, après avoir fait votre BA à la kermesse du coin et aider Mère Teresa, pour nous dire « on est désolé, on ne l'a pas fait exprès, on ne recommencera plus, faites-nous confiance ». Mais il y a des gens dans ma circonscription qui ont cambriolé vos banques. Ils disent la même chose, ils sont désolés, ils ne l'ont pas fait exprès, ils ne recommenceront plus, laissez-les sortir de prison. Vous comprenez que la plupart des gens de ma circonscription aient du mal à croire que vous ayez retenu la leçon? Les banquiers ne peuvent pas s'arrêter. C'est dans leur gène et dans ceux de leur institution de prendre des risques colossaux, de s'attribuer des salaires disproportionnés, puis de s'effondrer. Plus les gens modérés du centre, mais aussi de la gauche et de la droite, s'en rendront compte, et plus nous arriverons à limiter le pouvoir de ces oligarchies financières, toutes puissantes. Ce n'est pas une surprise. On sait que la crise revient tous les 5 ou 10 ans. Ma fille m'a demandé un jour, « Papa, c'est quoi une crise financière ?» Pour faire de l'humour, j'ai répondu, « Ça arrive tous les 5 ou 7 ans. » Elle m'a dit, « Pourquoi tout le monde est si surpris alors ?» Ça ne devrait pas nous surprendre. Une fois, j'ai vu un graffiti qui disait « Chaque fois que l'histoire se répète, le prix augmente ». Si on examine la complexité croissante des civilisations, on voit que vers la fin de la période classique, les Mayas ont bâti des palais et des temples dans des enceintes fermées et contrôlées uniquement par la noblesse. Les paysans en étaient exclus, tout comme aujourd'hui, dans plusieurs pays, les gens ordinaires sont exclus de certaines résidences fermées. On peut imaginer que la population a été déçue par la classe dirigeante quand elle a vu disparaître le contrat social qui les unissait. Avant, les dirigeants étaient perçus comme des médiateurs entre les dieux et les gens du peuple. Ils pouvaient aider à obtenir une météo clémente et de bonnes récoltes. Puis les chefs d'État se sont éloignés du peuple qu'ils affirmaient représenter. C'est un schéma très fréquent dans le monde moderne. Depuis 4000 ans, chaque société trouve que les dettes augmentent plus rapidement qu'elle ne peut les rembourser.
Le problème, c'est que ces sommes sont dues à une petite oligarchie de 10% de la population en haut de l'échelle. Il faudrait annuler la dette envers cette minorité, mais ce n'est pas ce qui se profile. C'est elle qui décide. Elle préfère priver les 90% de la population du droit de vivre que de se priver de l'argent qui lui est dû. Elle préfère dépouiller la planète et décimer la population pour être payée, plutôt que de renoncer à son dû. C'est le combat politique du XXIe siècle. À Wall Street, j'ai travaillé comme économiste spécialisé dans la balance des paiements pour la banque Chase Manhattan dans les années 60. Ma première mission était de calculer le montant de la dette que les pays du tiers-monde pouvaient rembourser. La réponse était « Combien gagnent-ils » Ce qu'ils gagnaient, c'était ce qu'ils pouvaient verser comme intérêt. Et notre objectif était de prendre la totalité des gains d'un de ces pays et de dire « Tout ça nous revient, ce sont nos intérêts. » Ne venez pas me raconter vos malheurs. J'entends ça tous les jours. Et très franchement, ça me fatigue. Les faits sont là. En 1973, notre banque vous a accordé un prêt. Et vous ne l'avez toujours pas remboursé. D'accord, vous avez reversé la somme prêtée, mais pas les intérêts, qui à ce jour s'élèvent à 9 fois le montant initial. 9 fois. Alors il faut vous secouer. Les temps sont durs. On doit tous faire des efforts. Et inutile de me regarder comme ça. Nous sommes une banque, pas une œuvre de charité.